C'est le refuge de nombreuses espèces d'oiseaux. Séduites par ces étendues sauvages, les chasseurs patrouillent dans les canyons. Les protecteurs guettent au cœur des zones humides. Les pourvoyeurs s'activent dans les sous-bois. Autant d'ailes qui survolent le parc national de Yellowstone. Venues d'horizons lointains, elles se regroupent dans un même but, exploiter et se délecter au maximum de la brève abondance de l'été. Ces princes des airs doivent cependant survivre parmi les géants. Dans une région où l'hiver n'est jamais très loin. Ils sont animés par un seul et unique objectif. Un besoin impérieux qu'ils doivent absolument satisfaire. Saisir leur chance pendant la belle saison et permettre l'envol d'une nouvelle génération. Un matin d'hiver à Yellowstone. Chaleur et couleur ont déserté le parc national. Un chant unique emplit l'air. Chaussé de minuscules pantoufles de glace, le cincle ne se laisse pas abattre par les températures négatives. Dans la rivière Yellowstone, les rapides ont gelé et forment un escalier glissant. Un terrain de chasse idéal pour le cincle. Cet oiseau chanteur, le seul véritablement aquatique d'Amérique du Nord, plonge sous la glace en quête de larves d'insectes qui peuplent le fond rocailleux de la rivière. Ses ailes imperméables protègent son plumage dufteux lorsqu'il retourne les cailloux dans les rapides. Peu d'oiseaux passent l'hiver à Yellowstone. Les pigargues à tête blanche sont des charognards pleins de ressources qui vivent à demeure. Ils sont capables de voler sur de grandes distances pour se nourrir. Les corbeaux, eux, suivent les loups pour profiter de leur proie. Le cincle est le seul à s'épanouir sur cette maigre portion d'eau, partiellement libre de glace. Mais très bientôt, son hiver solitaire au bord de la rivière prendra fin. À mesure que les journées s'allongent, de nouvelles voix se joignent à la symphonie des chants d'oiseaux. Le printemps est la saison du renouveau. De l'émergence. Un concert de nouvelle vie.
Mais un son inimitable couvre tous les autres. Un couple de grues du Canada. Ces oiseaux migrateurs précoces ont quitté leur habitat hivernal du sud-ouest des États-Unis. Elles se sont posées sur une prairie de montagne dans le territoire des grizzlies. La prudence est de mise. Elles sont là pour profiter de la courte période de profusion à Yellowstone. Elles n'ont que quelques semaines pour se reproduire et élever leurs oisillons avant le retour des grands froids. Chaque printemps, les grues du Canada rallument la flamme avec une chorégraphie complexe. Leurs mouvements sont parfaitement coordonnés et leurs appels retentissent à l'unisson. La femelle oriente son bec vers le ciel pour signifier son consentement. Et le couple de grues renouvelle ses vœux. Les volatiles peuvent maintenant s'atteler à la recherche d'un foyer. Les grues du Canada nichent au sol. Il leur faut une zone humide isolée, loin des regards curieux et des prédateurs potentiels. Les grues du Canada s'unissent pour la vie. Pour d'autres, en revanche, la reproduction peut prendre un caractère éphémère et théâtral. À l'extérieur de la limite ouest de Yellowstone, une vallée reculée débouche sur un immense champ de sauge. Un drôle de glougloutement guide une femelle tétra des Armoises vers une réunion printanière. Et elle n'est pas la seule à répondre à cet appel. À travers la prairie, les femelles convergent vers la lek, l'arène commune où les mâles procèdent à la parade nuptiale. La femelle observe attentivement les candidats et juge le moindre détail. Une charmante queue en éventail, de séduisantes crêtes jaunes moutarde au-dessus des yeux, un plumage bien dressé et un volumineux sac vocal. Mais le ramage est encore plus important que le plumage. En l'occurrence, un appel enjôleur émis par le sac vocal que le mâle gonfle et exhibe fièrement. Cette opération séduction éveille l'intérêt de la femelle. Mais ce n'est que le début du bal et les candidats sont nombreux. La femelle poursuit son inspection. En sélectionnant les mâles les plus tape à l'œil, la femelle tétra opte pour des caractéristiques qui ne sont utiles que pour faire la cour. Dans un monde où guettent de nombreux prédateurs, un plumage vif et de lourdes poches sont un désavantage. En survivant malgré cette parure peu discrète, le mâle prouve qu'il a de bons gènes à transmettre. Et cela n'échappe pas à la femelle. Elle fait son choix. Mais l'heureux élu est tellement absorbé par sa performance
qu'il continue à parader. Jusqu'à ce qu'un autre prétendant attire l'attention de la belle. Un rival prêt à en découdre. La confrontation commence par un peu de crânerie. Les deux mâles se jaugent. Ils sont de même gabarit. Reculer maintenant reviendrait à laisser passer une chance de s'accoupler. Le rival s'en sort avec un bec plein de plumes et la victoire. Son adversaire n'a plus qu'à battre en retraite. Le gagnant réalise son unique objectif, transmettre ses qualités supérieures à une progéniture que la femelle tétra élèvera seule. La fin du printemps réchauffe les sommets de Yellowstone. La fonte des neiges révèle d'immenses étendues verdoyantes. À l'intérieur du parc national, les rituels printaniers s'accomplissent à un rythme effréné. Mais ici, cette saison est tout sauf prévisible. Tout peut basculer en un clin d'œil. Plus de la moitié des zones humides de Yellowstone se gorgent de l'eau de fonte, qui s'évapore ensuite sous l'effet de la chaleur estivale. Lorsqu'il s'éveille à la vie, ces marécages éphémères offrent un précieux habitat à la faune ailée de retour de sa migration. Les grues du Canada ont construit leur nid à partir de roseaux et de joncs de l'année dernière. Il est protégé par un fossé d'eau. Mais les marécages n'offrent aucun abri contre les chutes de neige printanières. Les futurs parents gardent tour à tour 2 œufs extrêmement sensibles aux températures. Seule la chaleur de leur corps assure la protection de leurs œufs dans ce blizzard. Les oiseaux à ponte précoce offrent à leurs petits un avantage sur les autres. En contrepartie, ils doivent subir les tempêtes de fin de printemps et risquer de tout perdre. La neige s'amoncelle et les mammifères continuent à migrer. Les bisons gagnent leur pâture estivale. Les grizzlies cherchent à emmagasiner un maximum de calories en vue de leur hibernation. Mais les oiseaux, eux, sont contraints de garder le nid, ensevelis sous les responsabilités. Un nid vide repose en équilibre sur un contrefort rocheux. Perché à plus de 100 mètres au-dessus de la rivière, il est secoué par le vent qui s'engouffre dans le Grand Canyon sur la ligne de crête des Lower Yellowstone Falls, les chutes inférieures du parc national. Ce n'est pas l'endroit idéal pour garder ses œufs au chaud.
Mais la femelle Balbuzard doit tenter sa chance. Si elle attend plus longtemps pour s'accoupler, ses petits n'auront pas le temps de grandir et de se doter de leurs plumes avant la migration automnale. Alors, malgré le blizzard, elle appelle son compagnon. L'avenir de ce couple est désormais à la merci des éléments. Pour que leurs œufs puissent éclore, les conditions doivent changer radicalement. Et c'est souvent le cas à Yellowstone. Le merle bleu azuré ne peut prendre de risques avec les caprices de la météo printanière. À l'orée d'une forêt se dresse un sapin noueux. Ses jours sont comptés, mais il continue à abriter la vie. À l'intérieur de son tronc, il accueille la compagne du merle bleu, ainsi que leurs œufs, et les protège des intempéries. Après 10 jours à incuber sa couvée, la femelle est nerveuse. Elle perçoit des mouvements. Un arbre est un abri parfait pour les uns. Et un beau terrain de jeu pour d'autres. Tandis que leur mère explore le sol, 2 oursons noirs se cachent dans la canopée. Loin des grizzlies agressifs qui sillonnent les prairies. La mère les rejoint régulièrement pour les nourrir. Le merle bleu azuré appelle sa compagne. Il lui apporte un présent, une grosse chenille, le mets préféré de son espèce. Son chant, qui lui est dédié, la rassure. Tout va bien en dehors du nid. Le parc national de Yellowstone se compose à 80% de forêt. Leur lisière offre une protection efficace et d'innombrables possibilités. À mesure que les oursons découvrent leur habitat, leur mère doit leur enseigner toute l'ingéniosité des omnivores. Ils devront apprendre à chercher leur repas partout où ils peuvent être trouvés. Tout au long de leur parcours, ils sont étroitement surveillés. Après 2 semaines d'incubation, les bébés merles bleus azurés commencent à frapper contre leurs coquilles. Leur mère les encourage de ses cris. Peut-être fera-t-elle la connaissance de ces oisillons dès ce soir. L'eau de fonte et la pluie ont redonné vie au marécage. Autour de la grue du Canada, la zone humide s'éveille. La femelle a passé la nuit à couver et attend la relève de son compagnon. Mais il est en retard.
En rentrant au nid, il commet un impair. Il pénètre sur le territoire d'un carouge à épaulettes. Et le carouge n'est pas seul. Lorsque le mâle arrive enfin, un nouveau défi l'attend. La parentalité. Âgé de quelques heures seulement, l'oisillon est prêt à rencontrer son protecteur. En embrassant cette nouvelle étape de leur vie commune, les grues réaffirment leur lien. Un second œuf n'a pas encore éclos. Mais les inquiétudes sont vite écartées par un danger plus imminent. Vivre au sol, c'est s'exposer à de nombreux prédateurs. Les grues du Canada abordent la menace de front et s'élancent sans hésiter entre le coyote et leur nid. Mais dans leurs efforts pour le protéger, les parents ont livré leurs petits à un autre danger. Le busard Saint-Martin parcourt les marais de Yellowstone à basse altitude. Incapable de prendre son envol et totalement à découvert, l'oisillon est une proie facile. Le menu du jour est finalement un rongeur. Le bébé grue est épargné. Mais l'incident a servi d'avertissement. La réussite de cette famille d'oiseaux nicheurs au sol réclamera une vigilance sans relâche de la part des deux parents, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à quitter leur résidence d'été. Le parc national de Yellowstone n'est pas un lieu de vie ordinaire. Un volcan actif gronde sous sa surface. Il émet des gaz, chauffe les eaux souterraines et transforme la région. Yellowstone est en mouvement constant et change souvent de visage. L'écoulement de ces eaux riches en minéraux crée des spécificités hors normes. Et lorsque les phénomènes géothermiques s'apaisent, de nouveaux habitats se constituent. L'aube se lève, majestueuse. Les hirondelles à front blanc ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis l'Amérique du Sud. Elles vivent dans les airs et ne visitent la Terre que lorsque cela est indispensable, pour collecter un élément simple mais essentiel, de la boue.
Elles en transportent de minuscules gouttes vers la falaise pour construire, petit à petit, leur nouvelle maison. Chaque nid est constitué de milliers de boulettes, soit des milliers de voyages vers la rivière. Un dur labeur. Mais tout le monde ne se montre pas aussi zélé. Certains tentent de s'approprier le travail du voisin. Laisser un nid sans surveillance est risqué. Les partenaires alternent les gardes. Mieux vaut également privilégier des voyages courts. Des visiteurs sont venus offrir un coup de main à cette colonie d'hirondelles. Quand les troupeaux de bisons se déplacent, ils modifient le paysage. Tout autour de cette source endormie, les bisons piétinent la terre. Même les plus jeunes y contribuent. Ils remuent la boue et constituent ainsi le mélange idéal. Avec l'aide des bisons, les hirondelles à front blanc ont moins de chemin à parcourir et plus de temps à accorder à leur travail. Les constructions progressent vite. Au fil du printemps, la population de Yellowstone continue à s'étoffer. Quelques minutes après sa naissance, ce bébé bison est déjà prêt à tenir debout. Moins d'une heure plus tard, il se joint au troupeau, sa seule protection contre les prédateurs. Chaque moment passé à gambader et à jouer améliore la force et la rapidité des jeunes bisons et produit davantage de boue. Le chantier des hirondelles dure environ une semaine. Elles pondront leurs œufs avant même que la boue soit parfaitement sèche. Les parents s'activent auprès de leurs petits, aux quatre coins de la prairie. Et du ciel. Grâce à leur lait, les mammifères ont toujours une réserve de nourriture pour leur progéniture. Les oiseaux, eux, doivent quitter le nid pour collecter de quoi approvisionner leurs oisillons. L'aigle suit le lit de la rivière, l'artère vitale de son habitat estival. Il scrute les eaux pour tenter d'y apercevoir des poissons, et les berges en quête de gibier d'eau. Sa compagne offre aux bouches affamées les ultimes vestiges d'un canard. Mais leur appétit grandit plus vite encore que leurs ailes. Et la faim peut transformer les oisillons d'un même nid en impitoyables rivaux. La chasse est devenue une corvée ininterrompue pour les deux merles bleus azurés.
Libérée du nid, la femelle se joint à la quête. Les 6 oisillons réclament un approvisionnement constant en insectes. Ensemble, les parents accomplissent plus d'une douzaine de voyages par heure. Les oisillons grandissent à une vitesse remarquable. En cette saison, Yellowstone répond parfaitement à leurs besoins. Au cœur de l'été, le parc national regorge d'insectes. Les merles bleus ne sont pas les seuls chasseurs ailés. Les libellules sont apparues il y a 300 millions d'années et ont pris leur envol avant toute autre créature. Quatre ailes animent la forme de vol la plus primitive. Au fil des millénaires, la libellule a perfectionné son offensive. Elle bénéficie d'une vue à 360 degrés et traite les images 5 fois plus rapidement qu'un humain. Rien ne lui échappe. Et peu d'insectes sont capables d'éviter son étreinte. Nourris par l'abondance de l'été, les petits merles bleus ont bien grandi. À moins de 3 semaines, ils sont quasiment prêts à se couvrir de plumes et partir chasser seuls. Leurs parents les encouragent à quitter le nid au plus vite. L'été ne durera pas éternellement et les merles bleus vont bientôt se consacrer à leur seconde couvée. Dans les profondeurs du Grand Canyon de Yellowstone, le balbuzard mâle rentre au nid, bredouille. Perché au-dessus des chutes, sa famille l'attend avec impatience. Mais il n'a rien à offrir aux 3 oisillons. Sa compagne s'élance à son tour pour tenter sa chance. Des turbulences agitent la couvée. Le plus jeune oisillon se blottit, immobile, contre le reste de sa fratrie.
Lorsque le ravitaillement est limité, les plus jeunes sont ceux qui souffrent le plus. Sa survie dépend de la chasse du jour. Le balbuzard est un expert. Il a évolué pour vivre près de l'eau et pêche exclusivement des poissons vivants. La femelle repère sa cible d'en haut, grâce à sa vue capable de traverser les reflets de la rivière. Raté, mais la séance ne fait que commencer. Elle n'a toujours rien pour ses oisillons. Son compagnon a trouvé une meilleure occasion dans un lac paisible. Chaque été, les truites s'assemblent ici pour frayer. Absorbées par la ponte, elles n'ont pas vu le balbuzard. Il retourne au nid. Mais la prise n'est pas pour autant assurée. Un faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide du monde, en a après sa proie. Cette attaque est inhabituelle. Les faucons pèlerins sont des rapaces spectaculaires, mais ils n'ont pas la réputation d'être voleurs. Contre ce spécialiste des airs, le balbuzard n'a qu'une solution. Un amérissage forcé dans la rivière où le faucon ne peut le suivre. Cette manœuvre lui permet d'approvisionner sa couvée. Sa compagne nourrit les deux aînés. Mais le plus petit, tapi au bord du nid, est trop faible pour se joindre au festin. Dans le nid du pigargue à tête blanche, au détour de la rivière, la compétition a aussi laissé des traces. Mu par l'instinct de survie, le plus fort de la couvée tente d'éliminer son rival. Les parents le regardent faire sans broncher.
Un oisillon en bonne santé vaut mieux que 2 affamés. Il peut désormais revendiquer l'intégralité des repas. Le vainqueur revêt un plumage neuf, le costume noir d'un jeune oiseau. Au cours des semaines suivantes, il commencera à jauger ses forces pour se préparer à quitter le nid. À la fin de l'été, de nouveaux voyages se profilent. La jeune grue du Canada est désormais presque aussi grande que ses parents. Bientôt, elle ressentira le besoin de prendre son envol. Un premier balbuzard séparé d'un plumage complet. Son seul frère survivant hésite. Il n'y a aucune marge d'erreur. Prudent, il teste ses ailes dans le vent. Un voyage inaugural au-dessus de l'un des plus beaux paysages de la planète. De nouveaux défis les attendent. Pour la plupart des oiseaux de Yellowstone, c'est le début d'une longue migration. Ceux qui restent devront affronter les rigueurs de l'hiver. Alors que l'été tire sa révérence, les visiteurs saisonniers font leurs adieux. Ils reviendront à Yellowstone pour retrouver leur statut de prince des airs.